Bonjour à toutes et à tous, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1. Heureux de vous retrouver, chères auditrices et auditeurs, pour suivre cette nouvelle émission du Vendredi de l'étrange, proposée également par le professeur Yves Lignon, avec qui j'ai le grand plaisir chaque mois de collaborer et de m'enrichir à ses côtés. Yves Lignon, grand scientifique, maître en parapsychologie. Yves, bonjour. Bonjour Georges. Je suis ravi de vous retrouver. Moi aussi, c'est le printemps. C'est le printemps, j'espère que vous allez bien. C'est le vent. Exactement, nous avons un vent d'automne assez poussé. Oui, il faudrait qu'on démonte le vent, je ne sais pas, aux heures ouvrables par exemple. Qui est une suggestion. Oui, c'est une suggestion. Bon, alors aujourd'hui, le sujet... Et c'est tout simplement, les médiums peuvent-ils aider la police pour élucider certaines affaires? Nous aborderons peut-être l'affaire Jubilard, où nous aurons... On en dira deux mots peut-être, et en tout cas nous préparons une émission spéciale sur l'affaire Jubilard. Mais peut-être qu'on aura une petite explication concernant l'affaire Jubilard, mais pas que l'affaire Jubilard. Il y aura d'autres également. Pour nous en parler, nous aurons deux invités importants. Le premier a été enquêteur dans la police, il a passé plusieurs années au 36 quai des Orfèvres à Paris. Et il a terminé sa carrière à Toulouse, où il a pu élucider une affaire criminelle grâce à l'aide d'une médium. Je suis heureux d'accueillir Monsieur Patrick Manresa. Patrick, bonjour. Bonjour. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons parler dans quelques instants de votre parcours. Mais, cher Patrick et cher Yves, nous aurons le plaisir également d'avoir par téléphone, cette fois-ci. Et nous ne désespérons pas de l'avoir dans quelques jours, peut-être, ici même. Oui, non, nous pensons que nous l'aurons. Nous l'aurons. Il faut rester sur des idées positives. Et effectivement, nous allons avoir donc par téléphone une des médiums les plus renommées de France, il faut dire, particulièrement dans la recherche des personnes disparues. Elle est la veuve du célèbre et regretté chanteur Michel Delpech. Je veux parler bien sûr de Madame Geneviève Delpech, que nous aurons dans quelques instants au téléphone. Mais avant, cher Yves, je souhaiterais vous poser une question. Posez, mon cher Georges. Alors, puisque vous m'y autorisez, pensez-vous que les médiums peuvent aider la police dans certaines affaires? Oui, à condition de ne pas attendre des médiums n'importe quoi, n'importe quand. Il y a très peu de médiums qui ont fait l'objet d'études scientifiques dans ce cadre-là, la recherche de personnes disparues. Moi, j'en compte 3 depuis 80 ans qui ont fait l'objet d'études approfondies. Et il est difficile évidemment de tirer des conclusions générales de 3 cas, mais enfin ça converge. Et en un mot commençant, un médium est capable d'aider à la progression de l'enquête, et je crois qu'on le verra avec votre exemple. On va en discuter avec Patrick. Oui, mais le médium ne va pas vous dire la solution de l'enquête, elle est là, tout comme il ne va pas vous donner le numéro du loto. Le médium va vous donner des informations extrêmement utiles, des informations grâce auxquelles l'enquête aboutira, mais l'enquête, elle aboutit grâce, elle, aux méthodes policières. Bien entendu. C'est une aide complémentaire. Voilà. Un exemple très célèbre, c'est celui de Pat Price, qui est un médium américain, qui était d'ailleurs un ancien policier de Los Angeles. Comme c'est curieux. Oui, qui dans une affaire célèbre d'enlèvement, celui de la fille du milliardaire Randolph Hearst, a indiqué l'endroit où la voiture qui avait servi pour l'enlèvement, l'endroit où cette voiture avait été abandonnée. Indice important. Voilà, et donc à partir du moment où on a retrouvé la voiture, eh bien, la police a pu remonter jusqu'au coupable. Mais il n'a pas dit les coupables se terrent dans telle et telle maison, à tel endroit, etc. Il a donné des informations qui ont débloqué la situation. Exactement. Patrick, votre ressenti par rapport à ce que vient de dire Yves, est-ce exact? Oui, le médium ne donne pas le nom de l'assassin. Non, bien sûr que non, c'est impossible. Voilà. Il vous aiguille sur Il nous donne des informations qu'on peut déjà vérifier
dans un premier temps, et puis surtout on vérifie avec les données que nous avons. Voilà. On voit déjà si on a affaire à quelqu'un de farfelu, parce que c'est souvent le cas. Hein. Bien entendu. De tomber sur un médium, une médium, quand même... oui, ou un qui tient la charlatan. route. Il faut là aussi appeler un chat, un charlatan en mal de publicité. Oui, absolument. Ça, c'est tout à fait plausible. Hélas. Eh bien oui. Hélas. Bon, eh bien, je pense que dans quelques instants, nous allons prendre au téléphone Madame Delpech. Donc, en régie, on me fait signe que nous avons Madame Delpech en ligne. Madame Delpech, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci de m'inviter, c'est adorable. Eh bien, écoutez, nous, c'est un véritable bonheur de vous avoir au téléphone. Oh, c'est gentil, ça me touche. Eh bien, merci de nous accorder quelques minutes d'antenne. Et Yves, qui est à mes côtés, tient tout d'abord à vous dire un petit mot. Je vous le passe. Oui, bonjour. Avant qu'il me dise un mot, permettez-moi de saluer Monsieur Lignon, pour lequel j'ai un immense respect. Nous correspondons beaucoup par mail et je suis honorée et heureuse aujourd'hui de pouvoir lui parler directement. Bon, merci, mais vous êtes trop gentil. Tout à l'heure, Georges a dit que j'étais un génie, ou presque. Non, pas un grand scientifique. Un grand scientifique. On dirait qu'il ne connaît pas ma taille pour me parler, me traiter de grand scientifique. Grand par le talent. Voilà. Votre cerveau, je pense, voilà. là qu'on n'a pas encore mesuré. Bon, en tout cas, je suis vraiment très heureux que nous puissions vous avoir par téléphone et j'espère que nous vous aurons très bientôt dans le studio. Et là, la première question qui me vient à l'idée de vous poser, c'est comment avez-vous découvert que vous disposiez de certaines capacités? Alors, je l'ai pas vraiment découvert parce que c'est de famille. Ma grand-mère avait ce don, ma sœur là, ma nièce là, un de mes enfants là. Et quand j'étais toute petite, donc j'ai toujours entendu ma grand-mère dire la petite, en parlant de moi, a le don. Et c'est à la puberté que j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires qui se sont donc révélés vrais et à dire des choses à annoncer certaines choses qui arrivaient. C'est à la puberté vraiment que ce don a existé réellement. Mais je vivais avec une grand-mère qui était très médium. C'était pas du tout son métier, hein. C'était une mondaine, elle était pas du tout. Mais j'ai l'impression que dans la famille, c'est héréditaire et donc je l'ai toujours su sans vraiment prendre vraiment conscience avant la puberté. Voilà. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Madame Delpech. Alors, vous savez que le thème de notre émission est sur les personnes disparues, hein, et l'aide que peuvent apporter certains médiums pour faire avancer des enquêtes. Oui. Alors, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et que depuis des années, hein, vous apportez votre aide de par votre qualité de médium. Mais quel a été votre premier contact médiumnique ? Oh là là, comme je venais de le dire à Monsieur Lignon en réponse à sa question, c'est à la puberté que ça s'est vraiment révélé, vers l'âge de 11 ans, à peu près 12 ans. Et mon premier vraiment... vous me demandez quel a été le premier signe que j'ai eu. Absolument, le premier signe. C'était un rêve prémonitoire. J'étais en vacances chez ma grand-mère dans les Landes, dans le sud-ouest. Et on devait assister le samedi suivant au mariage du frère de la meilleure amie de ma mère. Voilà, j'espère que vous suivez. Et je me suis levée ce matin-là, donc je vous dis, j'avais une dizaine d'années, et j'ai dit à ma grand-mère, c'est terrible, Patrick est mort, il est mort noyé. Enfin bon, je ne me souviens pas exactement de ce que je disais, mais j'ai annoncé la mort par noyade du futur marié. Alors, ma grand-mère était complètement bouleversée, elle a appelé la famille, ma mère aussi, enfin bref, et il s'est avéré qu'il n'était pas du tout noyé, qu'il allait très bien. Et moi j'insistais dans ma tête de petite fille, j'avais vu ça, et je disais si, il est noyé, et je dis il est dans le Leuil, qui est un petit ruisseau très froid qui passe dans la Chalosse, et à tel endroit, je dis. Et le lendemain matin, c'est le facteur qui nous a annoncé qu'il était mort par hydrocution l'après-midi.
c'est-à-dire après le rêve que j'avais fait. Il avait fêté sa vie de garçon, ils avaient bu, bien mangé, et il s'était baigné dans cette rivière très froide, et ils ont retrouvé le corps où je l'avais dit. Voilà, ça c'est vraiment, je m'en souviens particulièrement, et c'est ce qui m'a fait prendre conscience que j'avais le don familial. Ah oui, c'est un rêve prémonitoire assez bouleversant, effectivement. Hein. Oui, malheureusement, c'est pour des événements forts que j'ai des visions, entre guillemets. Je me méfie des termes parce que je n'en tire aucune gloire, aucun orgueil, et c'est un don, pas un talent, je le dis toujours, et je ne sais pas pourquoi j'ai ce don-là en particulier, mais c'est pour des événements lourds de la vie que je vois le plus souvent, malheureusement. Ouais. Et là, bien sûr, être médium ne doit pas être facile, car, comme vous dites, on perçoit les bonnes, mais les mauvaises choses. Oui. Et concernant justement la maladie, si vous le permettez, de votre mari, parce que je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes la veuve du célèbre et regretté chanteur Michel Delpech, qui est décédé en 2016. Avez-vous une prémonition concernant sa maladie? Est-ce que vous lui en avez parlé? Mais oui, malheureusement, lui qui m'écoutait tant, j'ai passé un an vraiment. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon premier livre dans lequel je raconte ça, il était encore vivant, Michel, et il était à l'hôpital, mais il était vivant, donc j'ai répété pendant un an, Michel, va voir un médecin, il se passe quelque chose dans ta bouche, et il avait rien, il ressentait rien, il comprenait pas pourquoi je lui disais ça. Et mon fils, Emmanuel, qui a le don, lui disait, papa, écoute maman, quand je passe derrière toi, je suis glacée, je pense comme elle. Et quand j'ai découvert qu'il avait un ganglion un an plus tard, on est allé voir un ami, un grand professeur, qui m'a dit, après avoir ausculté Michel, c'est dommage, si vous étiez venu il y a un an, c'était rien, je l'ai enlevé. Là, c'est trop profond, on ne peut plus l'opérer, c'est un stade 4. Et avant de mourir, Michel m'a répété tant de fois, si je t'avais écouté. Si je t'avais écouté. Mais est-ce que son destin n'était-il pas finalement de ne pas m'écouter? On a un libre arbitre. Est-ce que là, je me suis vraiment posé beaucoup de questions quant à notre libre arbitre, au destin, et ce qu'un médium peut faire et ne pas faire finalement, même s'il voit. Voilà. Large question, n'est-ce pas, Yves? Oui, moi, personnellement, je pense qu'un médium voit plutôt un ensemble, un mécanisme de cause. Et puis ce mécanisme se met en marche ou pas. Vous avez vu que la maladie était en place. Et puis après, c'est le libre arbitre qui fait que on va se soigner, ou que par hasard, le médecin généraliste vous dit mais dites donc qu'il y a un problème. Mais vous voyez en amont, en quelque sorte. Absolument. Et il y a plusieurs futurs, j'ai l'impression que, c'est complètement surréaliste de dire ça, mais c'est comme si il y avait un futur qui était déjà là, qui est déjà écrit, qui existe, que je peux voir, mais il y a la possibilité d'autres futurs aussi. Je pense qu'on peut changer beaucoup de choses par le mental, mais finalement, le don de médiumnité est quelque chose d'assez restreint. Je vois une image et après, mais ça ne m'appartient plus. Et là, Michel avait son libre arbitre, effectivement. Oui, exact. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, totalement. Si, vous êtes très clair. Vous voyez la machine, et c'est le libre arbitre qui décidera si la machine se met en marche ou pas. Mais vous voyez l'existence de la machine. Elle est là. Voilà. Elle est au repos. Peut-être que quelqu'un, comme une machine à laver la vaisselle qui est dans la cuisine, qui est au repos, et quelqu'un arrive, la met en marche, ou on dit, tiens, on fera la vaisselle demain ou après-demain. Et là, voilà. C'est exactement le même schéma. Enfin, c'est ma conception de la voyance, en tout cas. Eh ben, c'est la mienne. Voilà. En toute humilité, parce que je n'ai pas votre savoir, monsieur Lignon, mais c'est ce que je pense aussi. Oui, c'est ce que je pense aussi. Alors, je suppose que depuis le décès de votre mari, vous avez dû avoir des signes et des contacts. Alors, cela se passe sous quelle forme, si vous en avez? J'en ai eu très peu.
J'en ai eu surtout au début. Et peut-être que M. Lignon m'expliquera ça aussi. Étrangement, les défunts que je vois réellement au pied de mon lit, je les vois 3 mois après leur décès. Tous, pratiquement tous. Sauf Michel, que j'ai vu, qui a ouvert la porte de ma chambre. Mais alors, c'est comme un hologramme, attention. Et puis, il a vite disparu. Et oui, j'ai eu des signes. Alors après, on peut interpréter. Il y a une question aussi de croyance. Et puis, vous savez, l'oiseau qui frappe à la fenêtre. J'ai eu une pie qui a cogné 3 jours de suite à la fenêtre. J'ai eu des signes. J'en ai tout le temps. Ce sont des synchronicités, là. Oui, peut-être. Alors, parlons de synchronicité, plutôt, oui. Et par exemple, j'ai perdu hier un grand ami qui s'appelle Pierre, et j'ai eu dimanche après-midi un signe très, 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 très fort sur sa future mort, alors qu'on s'y attendait pas. Donc, oui, je ne sais plus quelle était votre question. Si vous avez eu des signes de votre mari. Mais là, je n'en ai plus. Donc, et vous l'expliquez comment Alors, moi, je ne pratique aucune religion. J'ai fait cette fameuse expérience du tout, je le dis encore une fois en toute humilité, hein, mais qui m'a détachée de toute religion, mais en revanche, qui m'a complètement mise dans la spiritualité, si j'ose dire. Et je crois depuis complètement à une vie après la mort, et à un Dieu, mais pas le Dieu anthropomorphique dont tout le monde parle, mais je crois tout simplement à une énergie universelle, une connaissance, un amour universel avec lequel nous sommes tous connectés. Et à notre mort, il y a une énergie, ce qu'on appelle l'âme, si vous voulez, qui est éternelle, et qui part dans cette mémoire, dans cette connaissance, dans cet amour, et c'est un éternel recommencement. Donc oui, il y a une vie après la mort, j'y crois. Comme je crois à la réincarnation, je peux vous donner un exemple précis tout à l'heure, mais sans notion de religion. Et je crois tout simplement que Michel a un chemin à faire, ou se réincarner, ou je sais pas, il y a des tas... Vous savez, il faut être humble. Les dinosaures ont vécu 170 millions d'années, et nous, combien d'années? Donc on est des bébés, on ne sait pas encore grand-chose. Il faut être humble. Je pense qu'il y a plein de dimensions qu'on ne comprend pas. Mais je crois fermement à une vie après la mort, et que Michel m'a fait les signes qu'il devait me faire, qu'il m'avait promis de faire après sa mort, et que maintenant il a autre chose à faire. Voilà. C'est pour ça que maintenant il faut que j'arrive à accepter l'absence. Peut-être une absence momentanée. Momentanée, on se retrouvera, c'est tant est qu'il est toujours... Oui, mais ce que je voulais dire, c'est peut-être que vous allez avoir d'autres signes dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou quelque... Je sais pas, peut-être, ça me ferait plaisir, mais en même temps, je veux qu'il évolue, qu'il vive ce qu'il a à vivre, parce que c'est une vie après la mort, ça j'y crois vraiment. Vraiment, ce serait trop long, on pourrait parler jusqu'à... Bien entendu, sujet très intéressant. Preuve, vraiment, c'est osé de dire ça, mais que la vie existe après la mort, et que la mort n'est qu'un passage. Voilà. Donc, si vous voulez, je me dis que Michel a autre chose à faire, il va vers ce... Il fait ce qu'il a à faire, mais je n'ai plus de signe de Michel en ce moment, c'est vrai. Quel est votre sentiment, Yves? Mon sentiment, c'est comme toujours qu'il ne faut pas confondre la conviction personnelle et la preuve scientifique. Tous les faits que vous avez cités posent un problème scientifique, posent des questions. Et la science doit accepter de s'attaquer à ces questions. Maintenant, la réponse, c'est chacun d'entre nous qui la donne à titre personnel. La réponse pour le moment, dans 10 ans, dans 20 ans, la situation de la connaissance scientifique sera peut-être différente. Mais pour... Elle sera différente. Je crois beaucoup en la physique quantique, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elle expliquera beaucoup de choses, et puis il faut se débarrasser aussi des dictats religieux, des interdits religieux, etc. Il faut se libérer de beaucoup de choses, et il faut absolument que la science s'ouvre elle aussi à des phénomènes
phénomène incompris. Mais je peux vous donner un exemple pour la réincarnation qui est assez incroyable. Je voudrais bien avoir l'avis de Monsieur Lignon là-dessus. Allez-y, je vous en prie. J'étais chez des amis, dont je tairai le nom, mais bon, s'il faut, je donnerai le nom. J'étais chez des amis et qui venaient de perdre une sœur d'un cancer des poumons, ou une cousine, je ne sais plus trop exactement. Alors, il faut vous dire, c'était des amis. C'était pas vraiment des amis. J'étais invitée chez des gens que je connaissais très peu à passer un séjour. Et un matin, j'ai vu au pied de mon lit une femme qui m'a dit, elle m'a donné son nom, de son prénom et son nom de jeune fille. Elle me dit, il y a des fleurs et des prières pour moi. Et elle m'a donné un nom de village. Et elle m'a dit, je vais revenir sur la terre. Je serai la petite fille, et elle me dit du nom des amis, et je m'appellerai Luna. Il s'est avéré, quand je leur ai raconté cela, qu'ils avaient perdu donc une sœur qui s'appelait exactement comme le nom que cette femme m'a dit au pied de mon lit, donc son nom, mais elle a donné son nom de jeune fille. Et quand elle m'a dit il y a des fleurs et des prières à tel endroit, c'était un village dans les Vosges, dont j'avais jamais entendu parler, bien sûr, où elle est enterrée. Et ces gens habitent à Toulouse et ils m'entendent peut-être. Hein. Donc, vous voyez, et donc, ils ont eu 3 ans après une petite fille qui s'est appelée Luna. Ça, c'est incroyable. Oui, Voilà. C'est surprenant. Ça recoupe toutes les enquêtes de Ian Stevenson qui ont été menées à l'université de Charlottesville, en Virginie, qui sont poursuivies par Jim Tucker à l'heure actuelle. Et comme le disait Ian Stevenson, nous avons des cas qui suggèrent aux scientifiques qu'il doit prendre en compte l'hypothèse de la réincarnation. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, nous avons des cas. Il faut constater des faits. Et voilà, nous avons les faits, et ces faits nous amènent à l'hypothèse de la réincarnation. Alors, Ian Stevenson est décédé en disant maintenant il faut que les autres continuent. Hein. Bien il entendu. a dit, recherche à mener. Voilà, Il m'intéresserait après l'émission que vous me donniez les références des livres, ça m'intéresse beaucoup. Bon, je vous enverrai un mail ce soir alors. Merci, Promis. Monsieur Lignon. Voilà une histoire, si vous voulez, ces gens l'entendent certainement, et ils sont à Toulouse. Ah, mais c'est une histoire surprenante, c'est incroyable, absolument. Alors, dernière question concernant votre mari Michel Delpech. L'avez-vous aidé dans ses choix artistiques? Oui, bien sûr. Pourquoi m'en cacher? Oui, bien sûr. Michel me consultait, entre guillemets, pour la voyance, mais surtout aussi pour son travail. Et on était un binôme, on était un vrai couple. Oui, on s'en aperçoit. Effectivement. Oui, il me conseillait, mais comme je le conseillais, mais comme Il vous conseillait, voilà, absolument. Et dans la voyance, d'ailleurs, dans la médiumnité, il m'a beaucoup aidé, soutenu, parce qu'il y avait des moments où je voyais des choses terribles, et il a été d'un grand support pour moi. On s'est beaucoup... Vous vous êtes aidés mutuellement, voilà, on va dire. Voilà. Alors, revenons maintenant aux personnes disparues suite à des affaires assassinats comme l'affaire Jubilard ou Fourniret. Alors, comment procédez-vous dans votre ressenti médiumnique? Par pendule? Non, rien. Ni boule de cristal, ni carte, ni... j'ai un flash où je vois ou je vois pas. Alors, parfois, c'est un puzzle aussi qu'il faut rassembler. C'est très compliqué. C'est pas simple, si simple que ça. Alors il m'arrive de dire, elle est à tel endroit, et le nom de la rue et tout, ça m'est arrivé ça. Et puis parfois, je vois un arbre, je vois une maison, je vois... Alors c'est pas si simple, trouver un corps, imaginez, la Terre est grande, mais et trouver un corps, c'est tout petit un corps par rapport
une image géographique ou une forêt ou une chose comme ça. Alors je m'accroche à des détails, une citerne. Je suis allée chez les Rohingyas au sud du Bangladesh, retrouver un Français et j'ai fait un dessin avant et on a trouvé exactement tout le moindre détail jusqu'aux poules devant la maison et c'est par des petits détails comme ça que ça vous faites avancer les affaires, effectivement. Et vous avez une petite idée, c'est par des détails que vous faites avancer les enquêtes. Ça dépend, c'est ce que je vous dis, la plupart du temps, oui, c'est une sorte de puzzle qu'il faut rassembler, c'est pas toujours facile, c'est pas évident, et parfois je vois. Parfois je vois et je donne l'endroit exact, je dis voilà, c'est à cet endroit-là. Là, voilà, ça dépend. Pour Delphine Jubilard, c'est un puzzle. Je vois un arbre, je vois une maison en bois, je vois beaucoup de métal, de grues ou de tracteurs, je sais pas, rouillés. Je vois des choses comme ça, voilà. Alors évidemment, c'est facile à dire, hein, mais pas facile à trouver, car c'est comme ça. Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons le plaisir d'avoir dans ce studio un ancien de la police criminelle qui a passé une partie de sa carrière au 36 quai des Orfèvres. Et donc, en fin de sa carrière, il a pu élucider une affaire qui a eu lieu dans notre région grâce à l'aide d'une médium, n'est-ce pas, Patrick ? Tout à fait, donc grâce à l'aide de Florence Hubert. Voilà, c'est grâce à l'aide de Florence Hubert que vous connaissez peut-être. Non, du tout. Mais je connais aucun médium, mais son nom me dit quelque chose. Très bien. Yves, réaction par rapport à ces ressentis médiumniques. Réaction, une fois de plus, je constate, il serait scientifiquement malhonnête de refuser le constat. Mais l'explication, je ne l'ai pas. En l'état actuel des théories scientifiques élaborées, Madame Delpech nous le disait tout à l'heure, peut-être la physique quantique ouvrira-t-elle des pistes. Certains scientifiques le pensent très fort. Par exemple, le prix Nobel britannique de physique Brian Josephson dit « Moi, je ne me préoccupe pas de vérifier les témoignages parce que théoriquement, je sais que c'est possible. » Mais il faut reconnaître aussi que tous les physiciens ne sont pas d'accord sur ça. Donc, scientifiquement, c'est un domaine vierge, riche, passionnant à explorer, mais pas davantage. On n'a pas de réponse quand on est face à ce constat, qui est un peu terrible scientifiquement parlant. Je constate, et une fois que j'ai constaté, je ne sais pas. Dites-moi, Madame Delpech, est-ce que la police vous a-t-elle contacté pour certaines affaires ? Oui, absolument. Alors, en règle générale, c'est plutôt les familles qui me contactent. C'est jamais moi, c'est les familles ou des proches. Mais il y a aussi, oui, la police aussi, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, à cette occasion, vous envisagez dans quelques jours de descendre à Toulouse pour tenter oui, justement, c'est un gendarme dont je tairai le nom, parce que je ne sais pas s'il le souhaiterait. C'est un peu tabou dans la police de faire appel à des médiums. En France, nous sommes à la fois snob et en retard. Parce que dans d'autres pays anglo-saxons, enfin, il y a plein de pays où les choses se font assez ouvertement comme ça. Mais en France, pas trop. Hein. Mais de moins en moins quand même, de moins en moins. J'ai de très bons, moi personnellement, j'ai toujours eu de très 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 bons contacts. Et ils m'ont appelé, il y en a qui m'ont appelé de Birmanie, d'autres de la Réunion, mais adorables. J'ai de très bons contacts. Voilà. Et là, c'est un gendarme qui vient me chercher à Toulouse et nous allons aller dans le Tarn ensemble dans quelques jours. Oui. Eh bien, écoutez, je crois que Yves et moi, on serait très heureux de vous accueillir dans notre studio pour vous consacrer là, par contre, une émission complète, n'est-ce pas, Yves ? Oui, absolument. Nous, à l'occasion de votre venue à Toulouse, nous vous attendons dans le studio. Et je voudrais dire à propos de l'affaire Jubilard, que ce que vous avez ressenti, et c'est vrai, ce sont les pièces d'un puzzle qui sont étalées en vrac sur la table, mais quand on pioche un peu, qu'on examine certaines des pièces, on voit bien qu'elles ont un rapport
avec l'enquête, quoi, avec les préoccupations des enquêteurs. Le problème, c'est qu'il faudrait trouver des bénévoles pour aller justement sur le terrain avec chaque pièce du puzzle et dire tiens, est-ce que ça correspond, est-ce que ça va dans tel coin, et que là, c'est une affaire qui ne relève plus du paranormal, mais de la sociologie, ce qui se passe sur le terrain. Oui. On n'en dira pas plus. Voilà. Eh bien, j'espère Je suis qu'on... en contact avec M. Lignon depuis un bon moment déjà pour cette affaire. Oui, Il a là. eu l'amabilité et la gentillesse de transférer mes messages. Oui, je les ai... Je lui en suis reconnaissant. Je les ai envoyés aux avocats, à divers membres de la famille, mais encore une fois, ils ont les pièces du puzzle, et quand on leur dit « regardez si cette pièce ne prend pas place dans le coin », c'est à eux de le faire, hein. Personne ne peut le faire à leur place. J'ai été contactée par des membres de la famille. Hein. Oui, je sais bien, mais déjà, bon, on ne va pas rentrer dans les détails du dossier, les membres de la famille ne sont pas tellement d'accord entre eux, alors ça fait des histoires à n'en plus finir. Bon, n'en parlons pas. Voilà, en tout cas, Madame Delpech, on a été ravis de vous avoir à l'antenne. Merci d'avoir accepté cet entretien. J'espère qu'on se retrouvera peut-être dans quelques jours, dans ce studio même. Voilà. Merci de m'avoir invité, ça me touche, je suis ravie. Eh bien, nous aussi, on est ravis de cet entretien qui a été très enrichissant, n'est-ce pas, Yves et Patrick? Très enrichissant. Voilà. En tous les cas, je vous fais signe dès que je passe par Toulouse et j'aimerais beaucoup vous voir tous, ça me fera plaisir. Eh bien, en attendant, prenez soin de vous et je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. À très bientôt, Madame Delpech. Monsieur Lignon, j'embrasse fort sa femme, je sais qu'elle a besoin de... Merci, vous êtes extrêmement gentil. Et moi, je vous promets, je vous envoie ce soir le mail avec les références des travaux de Ian Stevenson. Merci beaucoup. Merci à vous et bon après-midi, Madame Delpech. Merci. Alors, maintenant, Yves, je vous propose de nous tourner vers Patrick Manresa, qui a été de nombreuses années dans la police, comme je le disais en présentation, au 36 quai des Orfèvres à Paris. C'est mythique comme endroit. Vous allez nous expliquer d'ailleurs pourquoi c'est mythique. Et vous avez terminé votre carrière à Toulouse, et une des dernières affaires criminelles a pu être résolue grâce à une médium très renommée qui s'appelle Florence Hubert, on peut le dire. On peut le dire, bien sûr. Absolument. Alors, expliquez-nous un petit peu comment cela s'est passé. Alors pour en venir à l'affaire de Toulouse, ça date de mars 2015, début de mars 2015, et moi je partais en retraite fin mars. Et notre service avait été saisi de la découverte du corps d'une jeune fille à Toulouse qui avait été lardée d'une 60aine de coups de couteau. Et le corps avait été trouvé par le père dans un dimanche. Dans le service intervenant, naturellement, c'était le nôtre, le SRPJ de Toulouse, mais au départ, les constatations ont été effectuées donc par la permanence du service. Et le lundi, en prenant naturellement le travail, le groupe criminel donc, a été saisi du dossier. Et comme il est d'habitude, moi j'ai été sur les lieux avec les autres collègues pour voir un peu, pour s'imprégner, on va dire, de l'atmosphère, et c'est surtout aussi de la situation géographique de l'appartement, et puis pour constater comment il était, puis on devait effectivement, enfin, de plus on devait y refaire une perquisition. Et quand je suis rentré dans l'appartement, il y avait le rideau de la véranda, enfin de la baie vitrée qui était soulevé, et tout le monde disait que l'auteur était passé et ressorti par là. Et moi, j'avais déjà des facultés depuis l'âge de 7 ans, et moi je n'étais pas d'accord. Je dis non, il est passé par la porte. Et je sentais une présence dans l'appartement. Mais bon, nous on doit s'affairer, je veux dire, à faire notre boulot de policier, et on ne peut pas partir comme ça, médiumnité ou autre. Donc, j'ai insisté, et on a retrouvé des petites gouttelettes de sang dans le couloir. Donc, ce qui pouvait accréditer l'hypothèse qu'il ait pu passer par la porte. Et, donc quelqu'un qui était connu de la victime. Qui était connu de la victime. Moi, je partais sur cette hypothèse-là, qu'elle avait ouvert la porte à quelqu'un qu'elle connaissait parce qu'elle était en petite tenue. Et j'ai montré les photographies à Florence, et sans rien lui dire. Donc,
je ne dis pas que j'ai voulu la tester, mais j'avais besoin de savoir si mes ressentis, elle était d'accord ou pas. Et là, je l'ai amenée même sur place et tout. Et là, elle m'a décrit la scène. Elle m'a confirmé que la gamine était toujours dans l'appartement, qu'elle n'était pas montée, que son âme était toujours présente. Elle m'a décrit la scène. Elle m'a dit qu'elle était en colère, là, qu'elle était encore dans la violence de ce qu'elle avait vécu. Elle m'a décrit la scène, elle m'a dit voilà, elle me dit je vois un homme. Au départ, c'était flouté comme souvent les flashs. Elle m'a dit il rentre, il sonne, elle ouvre la porte. Elle me dit il rentre dans la première pièce, puis elle dit ça démarre là. Il y a une dispute qui éclate, et elle me dit la petite, elle part dans la chambre à côté, dans sa chambre à coucher. Et elle me dit là, il ouvre un tiroir, il prend un couteau. Et elle me dit après, elle part sur le côté de la chambre, et là, il lui saute dessus et il la tue. Elle décrit la scène, tout ça, et elle dit à un moment, je le vois, il va se laver les mains. Elle me dit, il se lave les mains, et il se regarde dans la glace, et elle dit, là, je vois son visage, elle dit, il a les yeux très clairs. Elle dit, c'est quelqu'un qui doit faire de la culture physique, parce qu'il est très costaud, et elle dit, soit il a un tatouage, soit une marque au niveau du côté du corps. Elle ne sait pas si c'est un tatouage ou une marque sur la peau, elle ne sait pas trop. Mais elle m'a dit, il est très calme, et elle a dit, il repart par la porte. Alors elle ne sait pas s'il avait un casque ou quelque chose comme ça, elle a du mal, voilà. Et après elle me dit, mais la petite, alors elle me parle justement de la victime, elle me dit, elle voulait passer le permis. Je vois, elle voulait passer le permis moto. Plein de détails elle me donne comme ça. Et elle me dit, j'ai dit, mais tu vois comment elle était habillée? Elle me dit, oui, elle était en petite culotte et elle avait un t-shirt bleu. Et là, je la coupe, j'ai dit, non, le t-shirt était rouge. Et alors elle me dit, non, non, moi je vois le t-shirt bleu, et elle reste sur sa position, elle avait un t-shirt bleu. Moi, de retour au service, je revérifie quand même toutes les photos du corps. Et c'est vrai que quand on voit le corps allongé, elle était, disons, sur le dos, elle reposait sur le dos, et le t-shirt était rouge. Mais sur les autres photos, quand on retourne le corps, il y avait un petit morceau qui était bleu. Le t-shirt était complètement imbibé de sang, et c'est vrai qu'on pensait qu'il était rouge. Alors qu'il était bleu au départ. Il était bleu au départ, elle avait raison. Ah oui, Le permis, c'était vrai aussi, elle voulait passer le permis moto. Et le tiroir qu'elle désigne, Florence, quand on a fait la perquisition, les constatations, le tiroir qu'elle désigne, c'est le tiroir qui contenait des couteaux. Après, nous, policièrement, on ne peut pas dire s'il en manque un, naturellement. On ne peut pas retrouver de témoin qui va nous dire, ben, dans ce tiroir, il y avait tant de couteaux. Ça, mais c'est impossible. Elle a été tuée à coups de couteau. À coups de couteau. Et c'est l'arme qu'on n'a jamais, l'arme du crime, on ne l'a jamais retrouvée. À partir de ces informations, eh bien, les collègues ont continué à travailler. Mais c'est une affaire qui m'a tenu énormément à cœur. Hein. C'est des affaires poignantes. Et bon, moi, je suis parti à la retraite et j'ai été après invité à Source de Vie Toulouse lorsqu'ils font leur conférence de médium. Et Maureen est passée avec une autre médium pour dire qu'elle était en colère, qu'elle demandait des résultats de la part de la police. Donc j'ai rappelé mes collègues, je leur ai dit, vous en êtes où de l'enquête? J'étais à Toulouse les revoir, on en a discuté, tout ça. Et elle est repassée, cette gamine, en conférence à Angers avec Florence. Florence faisait une conférence, et comme j'étais présent, elle est repassée. Et là, les collègues, bon, je les ai rappelés, et c'est là qu'ils m'ont dit... Vous étiez interpellé, là, automatiquement. Oui, toujours, ouais, parce que j'étais présent. Bien sûr. Et donc là, j'ai dit, mes collègues m'ont dit, mais tu sais, là, on va réentendre un maximum de personnes au niveau d'Airbus. Je crois qu'ils en ont entendu 200 environ, avec prise de l'ADN, systématiquement. Et en fin de compte, là, l'ADN a matché. C'était bien quelqu'un qu'elle connaissait. Et quand Florence, surtout, nous dit, elle s'est lavé les mains, enfin, il s'est lavé les mains dans la salle de bain. Nous, lors des constatations, dans cette salle de bain, on trouve une serviette qui est maculée de sang. Et il y a l'ADN de l'auteur dedans. Oui, c'est curieux ça. Et ça, bon, ça, Florence, elle ne peut pas l'inventer. Hein. Oui, absolument. Là, et puis on trouve bien l'ADN. Alors l'auteur, avec ses avocats, ils ont dit, ben oui, ils avaient été amants quelques mois avant, et c'est normal qu'on trouve son ADN. Après, de là à expliquer pourquoi une serviette maculée de sang ou autre avec des empreintes était toujours présente 6 mois après. Enfin, bon, ça, c'était après la défense qui s'organisait comme ça. Hein, voilà, mais... Les défenseurs sont là pour dire le dossier mais ne tient pas la route. Voilà, mais je reste surpris quand même que l'assassin
puisse prendre le temps de se laver les mains, de s'essuyer les mains avec cette serviette qui a été remplie de sang, et qu'il n'y ait pas pensé à emporter une pièce à conviction quand même, parce qu'actuellement on le sait. Mais ça, c'était un acte non prémédité. C'est un meurtre avec une impulsion. Oui. Mais c'est pas C'était son prémédité. petit ami alors, d'après ce que je Ça avait comprends. été un de ses mais il est arrivé, il a dû y venir pas pour tuer. Ça a dégénéré au cours de sa venue, mais s'il avait prémédité, il n'aurait jamais laissé une trace derrière lui. Bien Puis on a entendu. même retrouvé une lampe frontale près du lit où il y a également son ADN. Yves, Moi, suite à cette affaire. moi, ce que je trouve de marquant, c'est que Florence Hubert, la médium, a donné des informations qui se sont révélées exactes, qui ont fait avancer l'enquête, donc, et surtout qui ne pouvaient pas être connues des enquêteurs à l'avance. Tout à fait. Là, comme vous le dites très bien, Le t-shirt. le t-shirt Et était rouge. Pour Et tout puis surtout la description physique, parce que quand il a été entendu, eh bien, il a les yeux clairs. Et il était Et il physiquement... a ce petit tatouage. Alors, je me rappelle plus que mes collègues m'ont dit s'il avait une marque, effectivement, ou un tatouage. Mais il avait effectivement une marque et les yeux très clairs. Ce qu'elle avait dit. Alors, elle disait bleu ou très clair, mais il avait les yeux bleus. Oui, oui. Oui, oui. C'était Vous voyez, mais, significatif. encore une fois, le médium n'a pas dit l'assassin s'appelle Non, l'homme Oui. de rue. non. Non, mais le médium a dit, il a d'abord décrit la scène de crime, ce qui correspond à peu près à la reconstitution qui en a été faite par les enquêteurs. Or, par définition, si j'ose dire, un médium, c'est pas un professionnel. Il ne sait pas reconstituer une scène de crime. Il ne sait pas utiliser les informations qu'on trouve, tiens, le corps était dans telle position, etc. Il ne le sait pas. C'est vraiment du ressenti. Donc elle a vu la scène de crime, littéralement. Totalement. Comme si elle la voyait sur un écran de télévision, dans un film. Tout à fait. D'ailleurs, ça l'a perturbé parce que de voir cette violence. Et puis, comme on a dit, c'est pas les films. Là, le sang, Voilà. on le voit bien sur les murs, jusqu'au plafond, même il y en avait. Et là, c'est saisissant hein, pour un néophyte. Une c'est scène impressionnant. gore. C'est Oui. impressionnant. Hein. Et puis on retrouve l'ADN sur la serviette. Totalement. Il y a Ah, quand c'est- même plusieurs pièces du Oui, pulse, oui, oui. comme vous Oui, dites, Oui, qui se les- rassemblent. oui là. et on voit bien d'ailleurs la réaction des avocats, oui, puisqu'ils ont été amants autrefois. Donc il faut bien trouver une explication À cela. à, bien ce- sûr. à cela. Bien sûr. À cela. Et donc, Patrick, pour revenir à votre carrière à Paris, au Quai des Orfèvres, est-ce que vos collègues ont fait appel, eux, à des médiums? Et est-ce que vous les avez sensibilisés à ça? Alors, appel à des médiums, je veux dire, on peut faire appel à des médiums dans des services comme ça ou d'ailleurs qu'à titre personnel. À aucun moment, la Officiellement, non. police judiciaire n'a pas recours à des médiums. Pas en France, du Pas moins. en France. Alors les gendarmes peut-être dans le cas de disparition de personnes, mais c'est souvent la demande de la famille. Mais les gendarmes, j'ai déjà lu des procès-verbaux où ils avaient fait venir des magnétiseurs ou sourciers pour des recherches comme ça dans l'intérêt des familles ou autres. Mais dans le cadre d'enquête judiciaire, on ne fait pas appel à des médiums. En 96, quand on a eu les attentats de Port-Royal, j'étais allé à la section antiterroriste, on recevait des lettres de médiums pour nous dire c'est ci, c'est ça, c'est un tel. Enfin, je veux dire, on recevait une paperasse qu'on devait vérifier derrière nous. Hein, on vérifiait tout ça quand même. Mais, bien sûr, Mais pas laisser... on avait affaire à beaucoup de farfelus. Hein, je veux Oui, dire, oui. voilà, le problème, il est là. À un moment, Mais sur 99% de farfelus, Voilà. il suffit 1%. Là, il suffit d'un. Voilà. Et Voilà. alors, dans les cas de disparition de personnes, comme celui de Mme Jubilard, il y a en plus la pression de la famille, la pression des proches. Il dit, messieurs les enquêteurs, qu'est-ce que vous fichez? Un médium a fait telle déclaration, et même si les enquêteurs jugent, comme vous le disiez, que c'est un fantaisiste, pour ne pas dire un charlatan, la pression de la famille est telle qu'il faut passer du temps sur cette il information. faut jamais oublier que quand on a l'auteur qui est déféré, il y a la cour d'assises derrière. Oui. Et nous, allez expliquer que vous avez eu Ah oui, recours oui, à un c'est médium. c'est ça. La Dans cour l'état d'assises, actuel, c'est très c'est compliqué. impossible. Étant C'est très donné ce qu'est la compliqué, hein. formation des magistrats, même si vous dites, par exemple, en Hollande, quelqu'un comme Gérard Croiset, que la justice et la police saisissaient dans le cas de présomption de noyade. Il savait faire que ça, ce médium. Il fallait qu'il y ait possibilité de noyade. Quand
les policiers allaient le voir en disant, écoutez, le petit garçon, je pense à un de ses cas les plus célèbres, est parti dans cette direction et le canal n'est pas loin. Et Croiset disait, je ressens ci ou je ressens là. Bon, mais les magistrats le savaient. Vous imaginez en France, à la cour d'assises, arriver, vous voyez la tête du président ou de la présidente, Non, le procureur va hausser les épaules C'est pas possible. en disant, parlons de choses sérieuses. Tout à fait. Eh bon, Totalement. et totalement. donc, c'est incroyable. Mais par contre, il y a des brigades de gendarmerie qui ont, c'est un peu comme les médecins pour les guérisseurs, des adresses dans les tiroirs. Tout à fait, tout à fait. En France, Jean-Louis Crozier, qui était un radiesthésiste ardéchois, qui était très connu dans son département, par les gendarmes, par le parquet, mais c'est une exception incroyable. Faisait appel à lui. Oui, mais on faisait appel à lui. Il a des dossiers, enfin c'est sa fille qui les a maintenant puisqu'il est décédé, il y a des dossiers épais comme ça, si on le voit sur l'image, si j'ose dire, mais lui, Jean-Louis Crozier, il fallait qu'il intervienne dans les 48 heures après la disparition. Allez savoir pourquoi, comment, de nouveau le mystère scientifique. Moi un jour, je lui ai demandé d'intervenir à propos d'un petit garçon qui avait disparu, peut-être du côté des ponts jumeaux. Et donc, il m'a dit, c'était avant Internet, il m'a dit, il faut m'envoyer de suite une carte de l'IGN. Il faisait ça avec des cartes de l'IGN. Donc, ça a pris 48 heures pour la lui envoyer, parce qu'à l'époque, c'était Chronopost, etc. La lâcheté la lui envoyer. Et il m'a dit, non, c'est rien, c'est le blackout, je ne vois rien. Mais Jean-Louis Crozier, il a quelques succès à son palmarès. Et justement, vous parlez de radiesthésiste, magnétiseur. Donc, Patrick, en ce qui vous concerne, en plus d'être policier, vous aviez une sensibilité au niveau magnétisme. D'ailleurs, maintenant à la retraite, hein, je suis magnétiseur, guérisseur depuis. Donc ça a aidé beaucoup. Hein. Ça a aidé beaucoup. Donc quand j'étais à la brigade criminelle, je magnétisais les collègues. Et donc je voyais ce que disait Madame Delpech, j'avais quelquefois accès, mais sans que je le maîtrise, aux vies passées, aux vies antérieures. Et ça au départ, je me demandais si je partais pas dans les tours. Voilà. Et c'est la rencontre avec deux voyants qui m'ont confirmé que je pouvais voir les vies passées comme ça. Mais pour en revenir donc au magnétisme, bon, c'est un peu moins difficile à comprendre pour les gens, on va dire. Oui. Voilà. La médiumnité, c'est une autre chose. Le dialogue avec les défunts, c'est plus compliqué. Mais ça, c'est plus compliqué. Parler de dialogue avec les défunts, c'est interpréter certains faits. Voilà. Les interpréter dans le cadre d'une croyance. Mais moi, je pratique, depuis 1995, je pratique l'écriture. Enfin, c'est l'écriture automatique. Donc ça vous a aidé dans votre métier quand même. Alors moi, ça m'a énormément aidé pour les interrogatoires. Je sentais les gens, je sentais comment arriver à ce que je voulais. Oui, vous avez un don de voyance. Voilà, je sentais. Mais après, ça m'est arrivé sans que je m'y attende sur une affaire où j'ai vu la défunte. On avait récupéré et là, ça m'est tombé dessus. Oui, là, c'était de la médiumnité. On avait été chargé d'une enquête au mois d'août 2002, donc de la poursuite d'une enquête qui avait été gérée par un autre service. Donc nous, on n'avait pas le corps, puisqu'on était saisi 3 mois après. On n'avait pas la photographie de la victime. Et moi, je venais passer officier de police judiciaire. J'étais chargé de faire la perquisition dans l'appartement et les constatations. Et quand je suis rentré dans la chambre à coucher, le feu a été mis dans cet appartement, donc moi mentalement je commençais à réfléchir à comment j'allais décrire tout ça. Et là je sens une présence sur ma droite. On était au 15e étage, il y avait une fenêtre sur ma droite, je tourne la tête, il y avait un tabouret orange en plastique, je vois rien. Je retourne la tête vers le lit pour commencer à écrire, je ressens une présence et là, il y avait une vieille dame assise sur le tabouret. Et là je me suis dit, je suis fou quoi. Et là, elle m'a dit, si, vous me voyez, vous m'entendez. C'est incroyable. Et là, je la voyais en entier. C'était la première fois que ça m'est arrivé. Et là, elle était en colère. Elle me dit, c'est les jeunes qui ont mis le feu à ma porte. Et là, on m'envoie, enfin, ma guide ou mon grand-père, on m'envoie l'affiche du film Tati Daniel pour me faire comprendre comment elle était dans la vie réelle, cette dame. C'était un peu comme l'héroïne du film Tati Daniel. Là, je lui dis qu'elle est morte. Je lui dis, vous êtes morte, il vous faut aller dans la lumière, ne restez pas là. Et je lui dis, écoutez, on va faire le maximum. Quand on est rentré au quai des Orfèvres, bon, j'en ai parlé de suite à l'adjoint du chef de groupe sur place. Je l'ai décrite et j'ai dit, voilà ce qu'elle m'a dit.
Bon, il m'a regardé avec Et des voilà. yeux un peu... C'est intéressant la Il réaction m'a regardé de vos avec collègues. des yeux un peu interloqués, Ouais. mais je les avais tous magnétisés, ils me faisaient confiance quand même. Et une demi-heure après, en faisant la perquisition, il trouve la carte d'identité de la personne et il me dit, mais c'est la dame que tu as décrite. Ah, ça c'est extraordinaire. Moi j'ai fait ça parce que je me suis dit, ouf, je suis pas fou. Et oui. Oui. Et vis-à-vis de Bien vos sûr, collègues, voilà. ça vous crédibilisait. Et 6 mois après, on a sorti l'affaire, on a arrêté 5 jeunes. Voilà. Ouais. Ouais. Mais là, moi, je vous sens voyant, si j'ose dire. Un Oui, peu mais comme Madame j'ai eu Elbel. des... Oui, Bon, comme madame, alors, mais- là, les informations vous arrivent, comme elles arrivent dans le cas de voyance. Je ne vais pas répéter que le Oui, tout terme à fait. technique pour la voyance, c'est perception extrasensorielle, mais je le fais quand même, mais c'est de la voyance. Maintenant, quand vous l'interprétez, quand vous dites c'est la personne décédée qui s'est manifestée, c'est une interprétation qui vous est personnelle. Et ça, je ne la mais- connaissais mais- pas d'avant. Oui, 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 mais oui, visuellement, oui, il a oui, mais- vu. oui, Ah oui, visuellement, il je a l'ai vu. vu. mais non, mais voir la dame, c'est avoir dans le cerveau une information, et la dame est présente. Il faudrait qu'il y ait tout un tas de caméras et tout pour savoir si on a une image. On le comprend Ah oui, bien. mais moi, j'entends ce que vous dites, mais moi, cette dame, avant que je la voie, on Oui, vous la n'avait connaissiez pas pas. sa photo dans Non, le dossier. Non, mais vous Elle avez, m'était totalement inconnue. vous avez été capable de la décrire sans l'avoir jamais rencontrée. Mais ça m'arrive depuis, hein, Oui, il y a oui, des mais années ça- qui se sont passées, et ça m'arrive de plus en plus quand je magnétise. J'ai beaucoup de défunts Oui. qui passent. Bon. Les gens, je ne peux pas inventer à chaque fois Non, j'ai c'est- jamais inventé même la première fois, vous voyez. Donc les gens qui arrivent, je les vois, ils me parlent, je donne des détails. Je ne peux pas... où on va le piocher tout ça, bon voilà, Mais vous là, l'avez- la non, question vous est avez- peut-être Ça, voilà. ça vous peut avez- faire l'objet d'une autre émission, Oui, Yves, là. Absolument, parce que vous avez des informations dans le cerveau. Ça, c'est un Pas fait. dans mon cerveau, ça... Oui, non, enfin si, c'est à Ça partir du passe moment où pas. vous pensez à Ouais. penser, Ouais. votre cerveau est en activité. Et votre cerveau vous donne connaissance du portrait de la dame. Enfin, la médiumnité passe pas par le cerveau. Ah Justement, bon, ça- il faut ça- le court Ah, ça, c'est le un vaste cerveau. débat, Bon. là. Oui, mais en tout cas, du moment que vous verbalisez, vous dites la dame, elle est comme Ouais. ça, c'est passé par le cerveau. Donc c'est que l'information était là. Ça, c'est le fait. Après, quand vous dites c'est la personne décédée qui s'est manifestée, c'est une autre question. Parce que vous pensez que les personnes décédées peuvent se manifester, donc effectivement, ça colle, ça matche, comme on dit, Oui, ça entre matche. le fait et l'interprétation qui vous semble la bonne, s'accordent. Bon, mais quelqu'un qui ne croit pas aux manifestations des personnes décédées, il serait quand même en présence des faits. Vous êtes capable de décrire la victime sans rien connaître d'elle. Intéressant. Yves, Oui, vous êtes d'accord. Oui, là je suis Vous êtes d'accord. d'accord. Donc Mais- pour la Ouais. science, c'est le fait, à Qui l'heure compte. actuelle, hein, au et moment oui, où c'est le nous fait parlons, qui compte, le fait qui compte, bien sûr. et après l'interprétation qu'on peut en donner en disant j'ai eu cette information parce que la personne décédée me l'a apportée, eh bien ça relève de la conscience de chacun personnellement, comme croire en Dieu ou ne pas y croire. Mais Ouais. le fait, il reste absolument. Vous avez Indiscutable. eu, une fois de plus, je vais répéter ce que je disais tout à l'heure, vous avez eu l'information, il était impossible que vous l'ayez. C'est quand je Oui, dis... ça, je vous- suis d'accord avec vous. quand je Mais- dis vous avez eu l'information, c'est à ce niveau-là que je parle de fonctionnement du cerveau. Yves, Vous l'avez eu parce je que... suis désolé parce qu'il nous reste que 3 minutes. Oui, On pourrait prolonger cette discussion fort intéressante, puisque ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir aujourd'hui également la présence d'un ancien policier, mais également d'un magnétiseur et médium. Mais C'est oui. très rare, ça. mais on ne sait pas. On ne sait pas si c'est rare ou pas. Parce qu'il n'y a pas de recensement. Non, non, mais c'est Il y a- une chance Oui, d'avoir non, eu Patrick non. aujourd'hui Oui, pour ce Oui, thème. oui, oui. Il nous reste malheureusement Une 2 minute, minutes. un Allez-y. quart de seconde, Georges. À propos de ce que vous disiez, le magnétiseur devant le tribunal, ça passe mieux que le voyant devant le tribunal. Tout à fait. Et ça renvoie à ce que nous avons évoqué dans notre émission sur les magnétiseurs, c'est que, et on ne le répétera jamais assez, le milieu des magnétiseurs est généralement un milieu profondément honnête, alors que le milieu des voyants est généralement un milieu bourré de charlatans. Il y a une grande différence. Tout est dit. En tout cas, merci beaucoup Patrick d'avoir accepté notre invitation. Votre intervention a été
très très enrichissante. Et vraiment, nous avons été ravis également par téléphone d'avoir Geneviève Delpech, qui est une femme extraordinaire. Son témoignage était bouleversant. Et j'espère que nous pourrons la voir très prochainement ici même dans ce studio. On fait un coucou également à Florence Hubert, puisque nous avons parlé d'elle et que nous avons eu le plaisir également d'avoir eu ici même dans ce studio. On remercie bien sûr à la vidéo Christelle, et Manon et Christian à la technique vidéo et également audio. Yves, on se retrouve prochainement, le mois prochain, pour une autre émission. Vous savez que j'ai très envie de parler d'apparition mariale. Vous m'en avez parlé la dernière fois. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses à dire, fort intéressantes également. Eh bien, en attendant, portez-vous bien. Merci à vous tous. Merci. Et à très bientôt. Allez.